il a été dit. Qu'à la fin de toute chose, nous trouverions un nouveau commencement. Mais l'ombre revient s'étendre sur notre monde. Et d'amers vents portent la puanteur de la terreur. Les gens prient, ils cherchent la force, un guide. Ils devraient prier pour une mort rapide. Car j'ai vu ce que cachent les ténèbres. Je crois que nous ne sommes pas en sécurité ici. En mars 1990, dans la ville de Madrid en Espagne, une jeune lycéenne du nom d'Estefania décida de pratiquer une séance Ouija en compagnie de quelques-unes de ses camarades. Elles tentèrent vainement de rentrer en contact avec le petit ami de l'une d'elles qui avait perdu la vie des mois auparavant des suites d'un accident de moto. Mais au même moment, un professeur les surprit et confisqua immédiatement la planche ainsi que le verre qui leur servait de goutte et leur ordonna de retourner en classe. Dans sa colère, l'homme lança le verre au sol et le brisa littéralement. C'est alors, sous les yeux désabusés de tous, qu'une mince colonne de fumée noire s'en échappa, flotta un moment dans les airs avant de s'introduire dans les narines d'Estefania. Ses amis, qui ont assisté à cette scène, se mirent à hurler et pleurer, épouvantés. Le professeur resta figé sans vraiment savoir quoi faire. La jeune fille, alors âgée de 18 ans à l'époque des faits, participait régulièrement à diverses séances de spiritisme, mais elle ne fut jamais confrontée à un tel phénomène. Peu de temps après cette effroyable expérience, de bien sombres et étranges phénomènes allaient terrasser de peur la jeune fille comme elle le confia à ses parents. Le soir, quand elle éteignait la lumière de sa chambre, elle pouvait distinguer de grandes silhouettes au regard maléfique qui l'observaient, et parfois même, ces ombres l'entouraient en se tenant par la main, murmurant son prénom et l'invitant à les suivre. Puis, au fil des jours, le comportement de l'adolescente commença à changer, perdant le contrôle d'elle-même, elle devenait de plus en plus agressive à tel point que plus personne ne la reconnaissait. Parfois, rentrant dans de mystérieuses rages folles, une force surhumaine semblait l'habiter. À plusieurs reprises, la mère d'Estefania surprit sa fille en train de proférer des insultes avec une voix grave, presque diabolique. Au cours des mois suivants, comme personne ne parvenait à trouver de raison face à ces troubles, la jeune fille fut envoyée dans différents établissements pour y être examinée. Malheureusement, personne ne put donner une quelconque raison médicale concernant son étrange cas. Pour les médecins, Estefania était en parfaite santé. Le 14 août 1991, alors qu'elle se trouvait à l'hôpital Gregorio Marañón, l'adolescente sombra soudainement dans un profond coma et décédera quelques jours plus tard à la plus grande stupeur des médecins. Une autopsie fut aussitôt réalisée pour en trouver la cause exacte, mais aucune anomalie n'a été trouvée. En l'absence de tout élément, le docteur Pedro Cabeza inclut dans son rapport que la mort d'Estefania Gutiérrez Lázaro était due à un arrêt cardiaque. Loin de se satisfaire de cette conclusion, ses parents remirent en question la rigueur de l'autopsie
et s'ils parvinrent un moment à susciter l'intérêt des médias, toute cette affaire fut rapidement oubliée. Cependant, les mois passèrent et la hantise que connut la jeune fille de son vivant continua de s'amplifier dans leur maison. Une nuit, ses parents furent réveillés par la voix aiguë d'une femme sanglotant et criant « Maman, maman, où es-tu » Ils se précipitèrent dans la salle de bain d'où provenaient ces hurlements, et à leur grande surprise, ils n'y virent personne. Quelques minutes passèrent lorsque soudain, ils entendirent de nouveau un étrange bruit provenant de la chambre de leur fille qui était restée inoccupée depuis son tragique départ. Pénétrant dans la pièce, ils découvrirent que toutes ces affaires ont mystérieusement changé de place. La nuit suivante, des coups portés dans les murs résonnèrent dans le couloir et se rapprochèrent peu à peu de la chambre à coucher parentale. Puis, le rire d'un vieil homme retentit devant la porte, terrifiant le couple. Malheureusement pour eux, les prochains jours qui suivirent allaient devenir une véritable torture mentale. D'autres voix s'élevaient de la salle de bain, la température de certaines pièces chutait inexplicablement. Les portes des chambres ainsi que celles des armoires s'ouvraient et se refermaient violemment, les appareils électriques s'allumaient et s'éteignaient tout seuls, et parfois, des objets se mettaient à léviter à travers les pièces. Durant une nuit, pendant son sommeil, Madame Gutiérrez sentit une pression sur son corps et pensant que quelqu'un se trouvait avec eux dans la pièce, elle réveilla son mari. Mais au même moment, elle sentit une main froide se glisser dans la sienne. Ses premières pensées furent pour sa défunte fille, pensant qu'elle était revenue pour la réconforter. Le lendemain, alors que toute la famille était rassemblée au salon, la porte de la pièce s'ouvrit brutalement et des coups commencèrent à résonner dans les murs, ce qui, selon eux, ressemblait au martèlement furieux de poings invisibles. Au même moment, une photographie d'Estefania qui était posée sur un meuble se mit à léviter quelques instants avant de s'écraser sur le sol. Terrifiée par cette scène, sa mère se précipita pour la ramasser, mais quand elle voulut la retourner, la femme se mit à crier de toutes ses forces. Intrigué par la réaction de celle-ci, son mari accourut pour voir ce qui se passait et resta sans voix en observant la photographie se consumer, dévorant le visage de sa fille. Puis, d'une étrange manière, le phénomène s'arrêta soudainement après avoir effacé la moitié de son visage. Les semaines passèrent et le phénomène devenait de plus en plus terrifiant, comme en témoignent les deux petites sœurs d'Estefania qui expliqueront à leurs parents, durant une nuit, avoir été visitées par une horrible apparition. Voici leur récit. Nous étions toutes les deux dans notre lit, prêtes à nous endormir. La lumière des lampadaires de la rue venait par la fenêtre et nous pouvions voir clairement les choses. Soudain, nous avons remarqué une forme étrange qui se déplaçait sur le sol et nous avons pensé que nous allions mourir. Puis, nous avons pu voir cette chose qui rampait sur le sol. Elle avait la forme d'un homme, la tête toute noire, sans yeux, sans bouche, sans rien. Elle continuait d'avancer vers nous, la poitrine collée au sol, glissant à travers la chambre. Nous avons commencé à crier et juste après, les poupées qui étaient contre le mur ont commencé à être jetées dans toute la pièce, une après l'autre, et nous entendions comme des coups de poing frappés dans notre chambre. Quand ils ont ouvert la porte, nos parents nous ont retrouvés en pleurs chacune dans notre lit, puis plus rien. Enfin, le 27 novembre 1992, soit plus d'un an après la mort de leur fille, à 2h40 du matin, la famille, épuisée physiquement et mentalement, voyant que ces horribles phénomènes s'amplifiaient sans cesse, le père de famille prit le combiné et téléphona au poste de police de Vallecas à Madrid et déclara d'une voix tremblante que sa maison était hantée. Son interlocuteur, un inspecteur du nom de José Negri, ne crut pas un seul instant à son histoire de hantise, et puis l'homme demanda et insista auprès de l'officier afin d'écouter le témoignage de sa femme et ses enfants. Après avoir entendu ces effrayants aveux, il rassembla rapidement quelques hommes et ils se mirent en route à l'adresse indiquée, au numéro 8 de la rue Luis Marín. Arrivés à destination, les policiers remarquèrent avec étonnement, malgré la fraîcheur de cette nuit d'automne, toute la famille les attendait sur le trottoir, visiblement terrifiés. Monsieur et Madame Gutiérrez les conduisirent jusqu'à l'appartement et qui celui-ci était étrangement redevenu calme.
ils leur proposèrent de s'asseoir autour de la table de la grande salle à manger et ils commencèrent à raconter leur histoire. Tout leur fut expliqué en détail. Les malheureuses séances Ouija dont Estefania pratiquait régulièrement, sa mort dans des circonstances troublantes, les phénomènes étranges dont la maison en était devenue le théâtre depuis sa disparition et les terrifiantes silhouettes qui erraient dans le couloir et dans les chambres. L'inspecteur et ses hommes les écoutaient poliment, silencieux et perplexes, mais à peine avaient-ils eu le temps de terminer leur étrange récit, subitement, l'une des portes de la grande armoire s'ouvrit si violemment qu'elle fit des va-et-vient pendant quelques secondes. Les policiers, soupçonnant un éventuel canular, ils examinèrent soigneusement le meuble sans qu'aucune explication ne puisse être donnée. Puis, ils reprirent leur conversation et au cours de celle-ci, une substance noirâtre commença à apparaître sur un napperon placé sur la table. Abasourdi par tout ce qu'il venait de voir, l'inspecteur, qui reconnaissait à présent l'étrangeté des faits, demanda à visiter toutes les pièces de la maison. En entrant dans la chambre d'Estefania, l'homme fut pris d'un étrange malaise qui le poussa à en ressortir quelques minutes plus tard. Puis, quand il entra dans la salle de bain, qui était au centre de nombreux phénomènes et dont la famille n'utilisait plus que comme une pièce de stockage, l'inspecteur sentit ses cheveux se hérisser et un froid glacial le gela jusqu'aux os. Ne sachant quoi penser de cette visite, la conclusion du rapport de police fut la suivante. Il y a un certain nombre de phénomènes en tout point inexplicables. Le couple Gutiérrez finirent par vendre leur maison et à ce jour, plus personne n'entendit parler d'eux. Aucun autre phénomène du même genre ne fut rapporté par leurs successeurs. Toutefois, en 2006, un épisode de la série télévisée Cuarto Milenio fut tourné au numéro 8 de la rue Luis Marín, dans cette maison dite hantée, et à cette occasion, l'équipe réussit à enregistrer de mystérieuses voix qui chuchotaient ces quelques mots. « Je ne peux pas, elle est folle ». Encore de nos jours, le mystère reste entier concernant cette histoire. Un jour du 13 février 1936, dans la ville de Catanzaro située au sud de l'Italie, le corps sans vie de Giuseppe Veraldi, un jeune homme d'une vingtaine d'années et dont tous les habitants le surnommaient Pépé, fut retrouvé sous le pont Morandi. Dès lors, une enquête de police fut ouverte et en conclut rapidement à un suicide. Selon les enquêteurs, le jeune homme se serait donné la mort en sautant du haut du pont. Sa tête s'était ouverte sur les rochers 9 mètres plus bas et il mourut noyé dans l'eau peu profonde. Cependant, sa famille n'acceptait en aucun cas la thèse du suicide, affirmant que Giuseppe n'avait aucune raison de se donner la mort, mais tout le monde supposa que le chagrin les induisait en erreur et l'affaire fut rapidement classée. 3 années s'écoulèrent et la plupart des habitants de Catanzaro oublièrent cette morbide histoire. Seule sa mère, qui était également devenue veuve il y a peu, et quelques proches pleuraient encore sa mort tragique, et dont ils n'arrivaient toujours pas à expliquer. Mais bientôt, et d'une bien étrange façon, tout leur sera dévoilé. Durant la matinée du mois de janvier 1939, Maria Talarico, une jeune fille de 17 ans, étudiante dans le domaine de l'agriculture, traversait le pont accompagnée de sa grand-mère, quand brusquement, elle s'arrêta et se mit bizarrement à fixer le lit de la rivière, puis s'effondra inconsciente. Un habitant qui découvrit la scène avec stupeur proposa à la vieille dame de les ramener chez elle et durant tout le trajet, la jeune fille resta évanouie sans que rien ne puisse la réveiller. Cependant, quelques instants après avoir franchi le seuil de la maison, alors que l'homme portait Maria dans ses bras, soudainement, elle reprit connaissance. D'un air étrange, son premier regard se fixa sur sa mère et s'écria d'une voix profonde et terrifiante « Tu n'es pas ma mère. Ma mère vit dans un chalet en bois. Son nom est Catarina Veraldi. Je suis Pépé. » Puis, alertés par ces étranges cris, les voisins se précipitèrent au domicile de Maria voir ce qui se passait exactement. En observant la jeune fille et constatant avec horreur qu'elle avait pris la voix d'un homme, ils pensèrent immédiatement qu'elle était possédée par le diable. Quelques minutes passèrent quand Maria demanda alors une feuille de papier et un crayon. D'une écriture qui n'était de toute évidence pas la sienne, écrivit ces quelques mots. « Je suis Giuseppe Veraldi ». Tout en ignorant les pleurs de sa mère,
la jeune fille exigea que sa vraie mère lui soit amenée et en attendant son arrivée, elle demanda également qu'une bouteille de vin, quelques cigarettes, ainsi qu'un paquet de cartes lui soient apportés. De la plus surprenante des manières, sa mère s'accomplit et lui donna tout ce dont elle avait demandé. Buvant et fumant, chose que l'adolescente n'avait jamais fait, elle commença alors à jouer aux cartes avec les personnes présentes. Elle surnomme ses partenaires de jeu Toto, Elio, Rosario et Damiano. Des surnoms qui par la suite se révéleront être ceux des anciens amis de Giuseppe. La mère du jeune défunt, Madame Veraldi, fut aussitôt avertie de ce mystérieux témoignage et lorsqu'elle arriva chez Maria, la jeune fille s'arrêta de jouer et se tourna aussitôt vers elle en prononçant ces phrases. « Mes amis m'ont assassiné, ils m'ont jeté dans la rivière. Puis, comme je gisais là, ils m'ont frappé avec une barre de fer et ils ont tenté de faire ressembler la chose à un suicide. » Reconnaissant la voix de son fils, la pauvre femme devint totalement livide. La jeune fille s'enfuit précipitamment de la maison. Elle courut jusqu'au pont Morandi. Lorsque sa famille la retrouva, elle était couchée sur le sol, exactement dans la même position que tenait Giuseppe quand il fut retrouvé mort, et suppliait de sa voix masculine « Laissez-moi, pourquoi me frappez-vous » La mère de Giuseppe, comme pris de colère et qui en avait assez entendu, demanda à son fils de la laisser tranquille. « Pépé, cesse de tourmenter cette pauvre fille, sors de son corps. » C'est alors que Maria ouvrit les yeux et regarda ce qui se passait tout autour d'elle, affolée. Elle était redevenue elle-même, mais sans se souvenir de tout ce qui s'était passé. Cette histoire est assez troublante, je vous l'accorde, mais vous allez découvrir que la suite l'est d'autant plus. 9 années se sont ensuite écoulées sans qu'aucune enquête ne soit réouverte, lorsqu'en 1948, une lettre arriva à Catanzaro et qui était adressée à Madame Catarina Veraldi. Elle provenait d'Argentine et était signée Luigi Marchette, qui était plus connu sous le nom de Toto, l'un des anciens amis de Giuseppe. Dans cette lettre, il avouait avoir tué son fils en le frappant à la tête avec une barre de fer. Ses 3 amis, Elio, Rosario et Damiano, l'avaient aidé à maquiller le crime en suicide, mais il se considérait comme étant le seul responsable de la mort du jeune homme. Il l'avait assassiné par jalousie, pour les beaux yeux d'une femme prénommée Lilina, qui sembla préférer les attentions de Pepe aux siennes. Une fois son crime accompli, Luigi s'était enfui en Argentine et put recommencer une nouvelle existence sous un faux nom. Mais bien malgré lui, et durant toute sa vie, sa conscience n'a cessé de le tourmenter et toujours dans la lettre, il supplia Madame Veraldi de bien vouloir lui accorder son pardon. Pour lui prouver la sincérité de sa demande, il avait fait d'elle l'unique héritière de tous ses biens. L'homme avait pu faire fortune et était propriétaire d'un d'immenses domaines en Argentine. Stupéfaite par ses aveux, et n'ayant oublié aucun détail concernant l'étrange possession et les paroles de Maria Talarico 9 ans auparavant, la malheureuse mère s'empressa d'apporter la lettre au commissariat le plus proche et qui ceux-ci décidèrent de rouvrir l'enquête. Sur les 3 complices restants, Elio avait trouvé la mort depuis des années, mais pour Rosario et Damiano, ils furent retrouvés, arrêtés et condamnés à de la prison ferme. Cette histoire, aussi surprenante qu'extraordinaire, fut rapportée dans différents journaux européens. Beaucoup se questionnent encore sur ce fait divers et ne trouvent aucune réponse. Au nord de Londres, dans le quartier de Maswell Hill, un beau jour de l'année 2012, 2 colocataires, Joseph Birch, un étudiant âgé de 20 ans, et le peintre Sotirus Charalambous, 34 ans, découvrirent un grand miroir sur la pelouse de leur immeuble. Des agents d'entretien avaient travaillé toute la journée à l'intérieur d'une ancienne maison et en partant, ils avaient abandonné sur le gazon tout un tas d'objets dont cet étrange miroir. Les 2 hommes demandèrent alors au propriétaire s'il pouvait l'emporter et celui-ci acquiesça sans hésitation. Joseph et Sotirus rentrèrent chez eux ravis. Sur le cadre du miroir, tout en haut, se trouvaient quelques petits ronds de décoration et dans chaque coin, il semblait y avoir de légères marques d'ongles, laissant penser que l'objet était autrefois une sorte de parure. C'était un grand et beau miroir de style victorien,
et ils lui offrirent une place de choix dans leur appartement. Mais dès lors que l'objet fut installé, d'étranges phénomènes commencèrent à faire leur apparition. Soudainement, durant un matin, les deux colocataires se réveillèrent en hurlant et furent pris tous deux d'une intense douleur traversant chaque partie de leur corps. Puis, quelques minutes plus tard, tout disparut inexplicablement. Mais pendant une bonne partie de la journée, ce phénomène continuera de se faire ressentir à plusieurs reprises, à tel point que les deux hommes en vinrent à se demander si quelqu'un n'était pas en train de pratiquer de la magie vaudou ou de la magie noire sur eux. Du jour au lendemain, ce phénomène s'estompa et les deux amis continuèrent leur petit train de vie sans trop se poser de questions sur leur mésaventure de la veille. C'est alors que Sotirus décida de repeindre le cadre du miroir, désirant lui donner un meilleur aspect. Après quoi, et encore de nos jours, les deux colocataires n'ont jamais pu apporter de réponse concrète face à ces horribles événements qui allaient se produire. Quand ils se trouvaient dans leur studio, tous deux étaient mystérieusement envahis par un sentiment de catastrophe imminente. À chaque nuit, ils faisaient régulièrement d'affreux cauchemars, ils se sentaient souvent épuisés, vidés de toute énergie, et à plusieurs reprises, ils durent même renoncer à se lever tant leur corps était faible. Mais étrangement, quand ils sortaient de leur appartement, presque instantanément, ils se sentaient mieux. Une nuit, Sotirus tomba subitement malade. Il se plaignait d'une sensation de froid et ne pouvait s'empêcher de trembler malgré la température élevée diffusée dans la pièce. Inquiété, Joseph appela une ambulance et subitement, Sotirus eut l'impression que quelque chose lui serrait fortement la jambe, le laissant estropié et hurlant de douleur. Une fois à l'hôpital, après une longue série d'examens, les médecins ne constatèrent aucune anomalie particulière chez le jeune homme, il était en parfaite santé. Puis, au fil des jours, les choses ne faisaient qu'empirer. Des objets disparaissaient sans cesse, les clés, leur téléphone. Un matin, Joseph entendit une forte détonation en direction de la salle de bain. Quand il pénétra dans la pièce, il découvrit tous leurs produits d'hygiène gisant au sol, ainsi que les quelques images qu'ils avaient accrochées au mur. Souvent, quand il passait devant le miroir, il lui semblait voir d'étranges ombres se refléter dans la glace. En insistant du regard, il pouvait alors voir leurs formes ténébreuses évoluer derrière lui. Pendant une nuit, à 3h30 du matin, il fut réveillé par une atroce douleur au bas du dos et au bras, une douleur qui ressemblait fortement à une brûlure. Immédiatement il se leva et lorsqu'il aperçut son reflet dans la glace de la salle de bain, le jeune homme fut terrifié de trouver des marques profondes de griffures. Il inspecta aussitôt sa literie, cherchant un éventuel indice qui aurait pu lui causer de telles blessures. Mais à son grand regret, il ne trouva rien. Depuis qu'ils avaient ramené cet étrange objet, la malchance, la maladie et tous ces étranges phénomènes s'acharnaient sur eux. Sans plus attendre, les deux colocataires décidèrent de s'en débarrasser et de le mettre en vente sur eBay, une plateforme spécialisée dans la vente et achat d'objets, majoritairement entre particuliers. Prix de vente du miroir, 100 livres sterling, soit 125 €. En rédigeant son annonce, Joseph prit soin de décrire la situation dont les deux hommes faisaient face, en espérant ainsi qu'une personne habituée à côtoyer le domaine du paranormal s'intéresserait à l'objet et les en débarrasserait. Quelques jours plus tard, le miroir, qui ne sembla pas passionner les foules, bénéficia toutefois d'une seule et unique offre et fut donc cédé pour 100 livres sterling à un acheteur qui préféra rester dans l'anonymat. En l'envoyant à son nouveau propriétaire, les deux hommes espérèrent qu'il aurait plus de chance qu'eux. À la suite de cette incroyable histoire, un réalisateur du nom d'Edward Bowes en fit un film paru en 2014 retraçant leur témoignage. Encore de nos jours, personne ne sait vraiment si tout ceci est bien réel ou est simplement un énorme canular de la part des deux compères. Depuis, Joseph Birch et Sotirus Charalambous souhaitent rester dans l'anonymat la plus totale.